Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Luc, peut-être que le fantasme de Donald Trump va se réaliser. L'autre fois, il écrivait sur son Truth Social, il disait « Ah, regardez bien, Joe Biden va revenir à la Convention démocrate, puis il va essayer de reprendre sa place. » Il va parler, en tout cas, à la Convention. Je sais pas ce qu'il va dire, s'il va dire ça, mais il va parler. Je serais étonné qu'il annonce un retour. Écoute, on n'est pas à une surprise. On n'est pas à une surprise près. L'été nous a bien montré que tout est possible en politique américaine. Mais il est là, assurément, pour vendre son bilan. Recevoir, je pense que ça va être scénarisé dans les moindres détails, mais il va recevoir une salve d'applaudissements et une ovation essentiellement pour avoir su quitter, peut-être un peu tard, mais il a su quitter, mais surtout pour passer le relais à Kamala Harris. Donc, il est là pour rappeler, quand j'ai choisi Kamala Harris comme candidate à la vice-présidence, je l'ai choisi pour ses qualités parce qu'elle était prête à gouverner. C'est ce qu'il va vendre à l'ensemble de la population. Et donc, je suis très fier qu'aujourd'hui, elle accepte, parce que c'est ce que va faire Kamala Harris, qu'elle accepte donc d'être la candidate démocrate. Mais ça va être intéressant à observer parce que, on le répète, ça n'a pas dû être, peu importe ce qu'on pense du bilan de Joe Biden, peu importe dans quel camp on est, est-ce qu'on aurait voulu qu'il reste, peu importe qu'on soit républicain, je pense que tout le monde va convenir du fait que quand on a atteint la présidence américaine, après 40 ans, presque 50 ans de service public, ça doit être particulièrement difficile alors qu'on peut revenir pour un second mandat de dire « OK, on remballe nos boîtes, on vide le bureau ovale et on rentre à la maison ». Je pense que ça, tout le monde peut imaginer ce que ça a dû être. Donc, ça va être intéressant de voir l'état de forme aussi de Joe Biden. Pas cette fois pour savoir s'il a des facultés cognitives diminuées ou si physiquement c'est pas le Joe Biden de l'époque de Barack Obama, juste pour voir à quel point il va dégager de l'énergie. Parce que la campagne, on la joue en tout cas vraiment très positive cette fois-ci. Il y a pas de, c'est très rare qu'on sent un côté sombre. Les deux, M. Walz et Kamala Harris, sont particulièrement excités. Ils semblent vraiment heureux d'être là. Donc, Joe Biden doit aussi être dans le ton. Donc, il faut qu'il ait l'air emballé, il faut qu'il ait l'air passionné. Il n'aura pas de difficulté, je pense, à le faire quand il va dire faut surtout éviter que Trump revienne à la Maison-Blanche. Ça, je pense que la motivation va venir naturellement. C'est comment ensuite, jusqu'à quel point il va bien vendre la relève, le duo Harris-Walz. Ouais, parce que là, après ça, pour un discours passionné qui enflamme les foules, c'est pas nécessairement le genre de Joe Biden, mais avec à quel point les partisans démocrates sont surchauffés en ce moment, mais ça pourrait quand même lever. On pourrait être surpris à cette occasion-là. Ça s'en vient, rappelle-moi les dates, Luc. Ça s'en vient quand? La semaine prochaine, ça commence le 19, donc on en a c'est le contrepoids à la Convention républicaine, on en a pour 4 jours de couverture médiatique intense. Et j'allais ajouter pour Joe Biden, la chose qu'on doit surveiller dans son entourage, c'est contentez-vous de lire le télésouffleur, M. le Président. Donc, on ne veut pas qu'il improvise. Jusqu'à maintenant, on peut aimer ça ou pas. Dans le jargon, c'est tout ce que font les démocrates est bien stagé. Mais on le sent. On sent qui tire les ficelles. C'est un peu gros. Ça nous permet de passer le message, de passer le ton, de passer le nouveau style. Mais ça fait très chorégraphié. Donc, ce qu'on doit espérer, c'est Joe Biden, parce que, écoute, c'est par hasard, je revenais sur d'anciens discours et des blagues qu'Obama a fait à l'endroit de son vice-président. Et déjà en 2008, 2009, 2010, il rappelait à quel point Joe est maladroit et à quel point ce qu'on aime, c'est quand il se contente de lire le télésouffleur. Donc, quand on répétait, c'est pas récent, là, je suis tombé là-dessus sur je cherchais autre chose, puis je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Mais donc, cette fois-ci, Monsieur le Président, quittez sous les applaudissements et lisez le texte. S'il vous plaît, juste le texte. Là, Luc, on n'est pas fin parce que on fait juste parler, toi puis moi, de deux candidats. On parle toujours de Donald Trump puis de Kamala Harris en se disant, c'est eux, c'est eux.
Mais il y a une autre option sur le bulletin de vote, du moins à certains endroits, Luc, en ce moment. C'est Robert Kennedy qui est indépendant, qui se lance, oui, dans des théories du complot, mais aussi en campagne électorale. Et là, il y a d'autres difficultés à sa campagne. Voilà, le même Kennedy qui transportait un ours dans sa valise de voiture avant d'aller le larguer dans Central Park. Donc, ça ne s'invente pas le nombre de faits. Appelons ça, pour être gentil, cocasse. Tout ça pour dire il est effectivement candidat. Il a même reçu l'appui du très populaire Joe Rogan il n'y a pas longtemps. Rogan a dit non, ce ne sera pas Trump, ce ne sera pas Kamala Harris, ça va être Kennedy Jr. que je vais appuyer. Il vient de recevoir une très, très mauvaise nouvelle. Donc, il y a un tribunal, un juge dans l'État de New York qui a dit vous avez menti finalement sur votre déclaration lorsque vous vous êtes inscrit comme candidat. Vous aviez dit que vous aviez une résidence dans l'État de New York, ce qui n'est pas vrai. Donc, ça signifie pas qu'il est jamais à New York, c'est que sa résidence principale n'est pas là. Et le fait d'avoir menti ou d'avoir mal complété son formulaire fait qu'il n'a pas le droit de se présenter dans l'État de New York. Wow. Déjà pour Robert Kennedy Jr., un des exploits à accomplir pour être une véritable donnée, parce qu'on le met dans les sondages, puis on se partage les pertes au sein des deux autres équipes, c'est à Donald Trump, au moment où on se parle, où Kennedy fait le plus mal. C'est-à-dire que dans une course très, très serrée, les électeurs qui sont tentés de pencher vers lui, c'est beaucoup moins des démocrates déçus que des républicains déçus qui se tourneraient vers Kennedy. Donc, si jamais ça devait se répéter, Kennedy peine à s'inscrire sur les listes électorales dans les 50 États. Ça prend toute une organisation pour avoir le nombre de pétitions, de signatures nécessaires pour pouvoir s'inscrire sur les bulletins de vote. Donc, et c'est très difficile en plus de compétitionner avec les démocrates et les républicains qui ont déjà des machines très efficaces et bien rodées dans les 50 États. Donc, si en plus, parce que là, ça ouvre une brèche, si l'État de New York fait ça, est-ce que ça peut inciter d'autres États à dire non, M. Kennedy ne sera pas candidat chez nous? Ça peut être un facteur. Et je répète, un facteur parce que l'élection est très serrée. Quand on a un tiers candidat ou un candidat d'un tiers parti ou un candidat indépendant, ce qu'on surveille, c'est rarement ses chances réelles de victoire. Donc, quand on regarde l'histoire américaine, là, ça n'arrive pas. Ce qu'on regarde, c'est à quel point ça divise ensuite le vote, puis qui ça pénalise plus. Et je répète, pour les démocrates, finalement, la décision qu'on nous a annoncée hier, c'est pas positif. On se bat pour une poignée d'électeurs. Et tout ce que Kennedy enlevait à Trump, ça fait l'affaire des démocrates. Donc, on verra, autant pour Robert Kennedy Jr. que pour la campagne de Donald Trump, que pour les démocrates. Faudra surveiller si d'autres tribunaux ou d'autres États vont porter cette cause-là devant les tribunaux et s'il pourra bel et bien s'inscrire dans les 50 États ou sinon, dans combien d'États peut-il changer la donne? Parce qu'on peut être candidat dans un État et ne pas l'être ailleurs. Faut rappeler, c'est chaque État qui décide finalement de ses propres règles dans une élection fédérale. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour M. Kennedy. Il perd en termes de portée. Puis ça vient discréditer sa campagne. Là, quand on veut s'inscrire dans une course et qu'on complète mal son formulaire ou qu'on ment dans son formulaire, difficile de se relever de ça. Mais en plus, donc, il faut rappeler, il vise une campagne au plan national. Donc, c'est déjà un dur coup. Puis ensuite, surveillons. Mme Harris est donnée gagnante actuellement contre Donald Trump, que Kennedy soit là ou pas. Mais sa marge est un peu plus confortable si Kennedy est dans la course. Ouais, tu fais bien de le rappeler, on se bat pour des pinottes, là. En bon québécois, oui, là, c'est vraiment des petits grains de sable. Il y a des gens qui se laissent un peu emporter parce que la campagne Harris est très positive, elle est en ascension, même si c'est rien de vertigineux. Il y en a qui disent « Ah, Kamala, ça nous rappelle Obama en 2000. » On n'est pas tout à fait là encore, et la course est serrée. Si on observe les sondages, on est dans la marge d'erreur ou à peine au-delà de la marge d'erreur. Ça veut dire que tout est encore sur la table. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on fait bien ce matin de s'intéresser au sort qui attend Kennedy, parce que ça va affecter les deux autres. Difficile de passer sous silence l'événement, je veux le dire en gros guillemets, comme ça, l'événement qu'il y avait sur X hier, était présenté une conversation, puisque on disait pas que c'était une entrevue, on disait que c'était une conversation qui était diffusée entre Elon Musk et Donald Trump. Il y a eu des pépins techniques, ça a commencé plus tard, puis quand c'est finalement arrivé,
C'est à peu près tout ce à quoi on s'attendait, Luc. Écoute, d'abord, pour Elon Musk, c'était comme un passage obligé, cette conversation. X a beaucoup changé depuis Twitter, hein, donc depuis qu'Elon Musk s'en est porté acquéreur. La valeur de X est en chute libre. Un peu partout, il y avait, écoute, j'aurais dû me noter le nom quelque part. Il y a une étude la semaine dernière qui est sortie en disant X, c'est devenu les égouts finalement. C'est l'extrême droite qui y domine. J'y suis sur X pour relayer le travail qu'on fait, toi et moi, ce que je fais ailleurs. De moins en moins, je vais échanger sur X. Je le fais sur d'autres réseaux sociaux, mais je le fais moins là parce qu'il n'y a plus de discussion. C'est des injures, il y a des manifestations racistes évidentes. Donc, tout ça pour dire, ça ne va pas bien depuis qu'Elon Musk est là. Et quand je dis que c'est un passage obligé, on a rétabli le compte de Donald Trump sur X il y a à peu près 1 an. Donc, d'ailleurs, c'est un des sujets de discussion quand on parle des réseaux sociaux. Est-ce que Musk n'est devenu que le porte-voix de Donald Trump? Puis on sait qu'il a accepté de contribuer très généreusement à la campagne de Trump. Et pourquoi faire revenir Trump? Parce que Trump, c'est un bon vendeur. Ça, c'est une donnée qu'on peut reconnaître objectivement. Trump vend. Donc, Trump a été à peu près silencieux sur X depuis que son compte a été réactivé. Il y avait diffusé sa mugshot, sa photo d'écrou. Donc, après son arrestation. Donc, c'était pas mal son entrée sur X. Donc, hier, c'était un retour d'ascenseur de Donald Trump à Elon Musk. C'est allons attirer des gens. Et il y a eu sur la plateforme jusqu'à plus d'1 million de personnes, si je me souviens bien. Là, j'ai pas vu les derniers chiffres. Donc, ce qui s'annonçait comme une opération intéressante, ne serait-ce qu'en termes appelons ça comme ça, de code d'écoute pour Elon Musk, il en a perdu un peu l'effet en raison des nombreux glitches ou des petits défauts dans la retransmission, ce qui est jamais bon pour n'importe quelle plateforme, mais quand ça se produit à répétition, comme c'est le cas pour Musk, ça nous fait perdre l'impact qu'on souhaitait avoir. Sinon, écoute, soyons honnêtes, M. Trump a moins menti hier. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'il a menti, mais on a relevé à peine une vingtaine de mensonges sur un peu moins de 2 heures de conversation. Et c'est bien le terme conversation parce que c'était pas une entrevue. C'était pas une entrevue où on tente de mettre à l'épreuve la personne, de le relancer avec un argumentaire différent, de relever les mensonges. C'était carrément ce qu'on appelle souvent dans les entrevues en anglais des softballs, des ballons de plage à frapper quand on se présente au bâton. Il vous reste juste à frapper, c'est impossible de le rater. Et Trump y est allé, bien sûr, de ses grands succès. La différence, c'est le ratio de mensonges. Il avait fracassé des records il y a peu de temps. En 1 heure et à peine, il avait prononcé 162 mensonges. Donc, écoute, gros effort de la part de M. Trump. Mais ce qui m'a surtout étonné, et j'en parle en caricaturant un peu, mais c'est très difficile de ne pas faire de caricature avec ça. Si il y avait un avantage pour M. Trump à être là, du moins, ça devrait être son objectif principal, c'est d'essayer de gagner des nouveaux électeurs, c'est d'élargir sa base électorale. Et encore une fois, hier, en allant prendre des extraits ou en allant écouter des extraits plutôt de cette discussion-là, je me disais, est-ce que M. Trump va chercher de nouveaux électeurs? Est-ce que c'est ça qui lui permet de gagner les indécis, les indépendants ou de ramener des républicains récalcitrants au bercail? Je ne vois pas ce qu'il gagne en faisant ça. Galvaniser ses troupes, là, c'est gagné. Ils lui ont jamais manqué de loyauté, ses partisans, en 8 ans. Mais là, j'ai toujours l'impression qu'on continue à frapper sur le même clou. Donc, ces attaques contre Kamala Harris, pour nous rendre ça plus intéressant, j'ai hâte qu'ils s'adaptent ou qu'ils trouvent un nouvel angle. C'est pas quelque chose qui, dans les sondages ou dans l'électorat, semble lever. Alors hier, c'était, si j'essaie de voir ça plus d'un côté stratège politique ou analyse d'une campagne, je ne sais pas ce que M. Trump, à part retourner la balle à Elon Musk, là, à part lui rendre un service, je ne sais pas ce que M. Trump faisait là hier. Sinon, jouer sur l'argent qu'on s'échange pendant cette campagne, mais je vois rien qui lui permet de faire une différence ou de commencer à gruger la petite avance que se construit Kamala Harris.
La seule chose sur laquelle peut-être peut se consoler M. Trump dans ce cas-ci, ben, c'est le fait que ses procès, là, entre autres celui qui était inauguré par le procureur spécial Jack Smith, ben, sont reportés là, pour l'instant. Il ne sera pas enquiquiné par ça, là, au moins jusqu'à après l'élection. Voilà, donc on a pensé pendant un moment que le procureur irait de l'avant avec au moins le début du procès pour l'assaut sur le Capitole du 6 janvier 2021. Le rôle de Donald Trump dans cet assaut. On ne s'attendait pas à ce qu'on juge M. Trump parce que le procès soit terminé, mais on se disait, Jack Smith veut procéder rapidement, et c'est certain que même le début du procès, il n'y avait pas grand-chose d'avantageux pour Donald Trump là-dedans. Depuis ce temps-là, la Cour suprême est intervenue, on a géré la question donc au plan criminel. Hein, peut-on poursuivre ou pas l'immunité? Peut-on poursuivre ou pas un président pour des gestes produits ou réalisés dans son rôle de président? Ça a jeté du sable dans l'engrenage de la machine de M. Smith. Il est à revoir tous les chefs d'accusation et peut-être même qui il va accuser. C'est-à-dire que on va continuer à accuser Donald Trump, mais probablement qu'on va, entre guillemets, embarquer d'autres accusés dans le même procès. Donc, c'est ça qu'on vise essentiellement, c'est que M. Trump aurait plus qu'incité, il aurait même contribué à organiser ça, ou qu'on était de mèche. Donc, Jack Smith semble avoir définitivement reporté, il a demandé un délai la semaine dernière. Donc, il semble avoir définitivement reporté même le début d'un procès avant l'élection, quitte à frapper plus fort, mais à frapper différemment. Donc, on en est à trier quel chef d'accusation maintenant échappe au jugement de la Cour suprême et lesquels on ne prendra pas parce qu'on a toutes les chances de noyer le poisson en les conservant. Donc, Jack Smith, ce que ça dit à Donald Trump, c'est maximisez vos chances de gagner l'élection. Parce qu'après, les tribunaux vont encore être là. Les procureurs spéciaux, un procureur général, comme c'est le cas en Georgie, ils vont encore être là après. Donc, bien sûr, vous pourrez être protégé par la décision de la Cour suprême, mais vous ne pourrez pas échapper à tout. Donc, c'est encore un incitatif supplémentaire pour Donald Trump à mettre le paquet pour retourner à la Maison-Blanche. Mais on le répète, pour ceux qui espèrent qu'un jour, on vienne au bout de toutes ces procédures, que Trump en sorte innocenté ou qu'il en sorte condamné, que la justice, finalement, suive son cours. Et cette justice-là, plein de gens espèrent avoir le fin mot de l'histoire depuis 2021. Donc, depuis l'élection 2020, on est presque 4 ans plus tard et on ne sait toujours pas si Trump est coupable ou non. Et ça, pour plein de gens, pro ou anti-Trump, c'est comme décourageant quand on regarde la vitesse de tortue, littéralement, avec laquelle on procède dans ces dossiers-là. Luc Laliberté, un gros merci. Une bonne journée, Alex.